Dossier bouclé en ce qui concerne les accords de partenariat économique entre la CEDEAO et l'Union européenne après 10 ans de négociations. Tout sur cet accord dans quelques instants. Le directeur de la Banque mondiale, satisfait de l'avancement des travaux du troisième pont, Bertrand Badré, a réaffirmé la détermination de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire. Migration vers la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, s'inspire du modèle chinois. Les temps forts de cette mission en Chine dans votre journal. Et puis, 3 ans après, le Japon commémore la catastrophe de Fukushima. 1 minute de silence observée tôt ce matin en souvenir des 18 000 personnes emportées par le tsunami. Bienvenue à tous. Yahi Boni, président de la République du Bénin, est à Abidjan. Il est arrivé il y a seulement quelques heures. Yahi Boni est à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les membres du gouvernement. Alvoassa était à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Son compte rendu. Le président du Bénin, Yahi Boni, est arrivé ce matin ici à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Nous avons appris que notre cher ami, le président Alassane Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a passé quelques jours à l'hôpital. Et pour nous autres, nous sommes mis en union de prière avec le peuple ivoirien et toute la sous-région entière. Et je crois que tout est bien qui venait bien, il est rentré. Et nous avons estimé que, vu le rôle qu'il joue dans notre espace, et vu l'importance qu'il joue dans la Côte d'Ivoire, et surtout, je dis bien surtout, j'allais dire ce que nous partageons en termes de valeurs, en termes de culture, et qui font de nous un seul peuple, une famille. Nous avons décidé de venir porter la joie du Bénin et l'associer à celle exprimée par tout un peuple, le peuple ivoirien, le jour de l'arrivée du président Alassane Ouattara. Nous aurons l'occasion certainement de faire un petit tour d'horizon sur les questions bilatérales, sous-régionales, continentales et naturellement les questions qui concernent notre monde. Il s'est ensuite rendu à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara. Ils vont échanger sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin et plusieurs autres dossiers relatifs à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et vous l'avez entendu, au cours de son séjour, le président béninois et son homologue ivoirien passeront certainement en revue la coopération entre les deux pays et au-delà de l'ensemble des pays de la CEDEAO, surtout qu'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est prévu dans les jours à venir dans la capitale politique ivoirienne. Et puis, justement, entre la CEDEAO et l'Union européenne, les dossiers sont bouclés sur le plan technique en ce qui concerne les accords de partenariat économique, ce après 10 années d'intenses pourparlers, un accord fruit des efforts du président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, nous dit Adama Kone. Après 10 années de négociations, c'est le bout du tunnel. L'accord régional de partenariat économique APE entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union européenne, UE, est bouclé, techniquement. Les négociateurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur le plan technique. Les experts se sont prononcés sur cet accord fin janvier à Dakar et les négociateurs en chef ont entériné cet accord à Bruxelles. Dans les milieux économiques, l'on n'hésite pas à attribuer ce dénouement à la dextérité du président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara. Ce succès, il peut l'épingler au tableau de ses réalisations au moment où il achève son 2e mandat à la tête de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara a, je dirais, hérité de ce dossier à un moment où les discussions étaient bloquées techniquement et où nous-mêmes, techniciens, disions qu'il fallait une impulsion politique pour faire avancer les choses. Et en bon politicien,
il s'est vraiment attelé à la tâche en ayant des discussions d'abord régulières avec ses pairs du Nigeria, du Sénégal, du Ghana, autant de pays qui traditionnellement exportent vers l'Union européenne et qui étaient à peu près dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Il s'est aussi entretenu avec les pays qui ne trouvaient pas, qui étaient moins avantagés par cet accord, les pays moins avancés, pour avoir leurs sentiments, leur avis. Et c'est fort de leur avis qu'ils discutaient régulièrement avec le président Barroso. L'accord décroché à Bruxelles est une véritable opportunité pour les économies de la sous-région ouest-africaine. Pour la Côte d'Ivoire singulièrement, les gains sont nets. Par cet accord, 100% de nos exportations, lorsqu'elles seront exportées vers l'Union européenne, ne paieront pas de droits de douane. La Côte d'Ivoire est partie prenante aussi à un processus d'intégration régionale. Non seulement nous pouvons continuer à exporter vers l'Union européenne, mais cet accord contribue à renforcer le processus d'intégration régionale qui représente 25% de nos exportations. Les techniciens ayant joué leur partition, il appartient aux chefs d'État et de gouvernement de donner à l'accord leur bénédiction politique officielle au pied de la basilique à Yamoussoukro lors de la 44e session ordinaire du sommet de la CEDEAO, les 28 et 29 mars prochains. Le 4e recensement général des populations et de l'habitat, c'est dans exactement 6 jours. Face à la presse hier, à l'occasion de la cérémonie de mobilisation des professionnels des médias autour de ce recensement, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabritoakos, a donné plus de détails sur ce recensement dans ce reportage de Juliette Ouya. Quelle méthodologie adaptée au recensement général de la population et de l'habitat 2014? Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, Ibrahima Ba, le 4e recensement de la Côte d'Ivoire se veut plus rigoureux pour couvrir les 31 régions et 108 départements que compte le pays. Pour cela, 25 000 agents recenseurs déployés sur tout le territoire national vont collecter les données nécessaires au recensement 2014 à partir d'ordinateurs de poche. Une cartographie sera également élaborée pour délimiter la zone de chaque agent recenseur. Le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakos, par ailleurs président du Comité national du recensement général de la population et de l'habitat 2014, invite les professionnels des médias à suivre quotidiennement les activités des agents recenseurs. C'est un moment de mobilisation pour les Ivoiriens, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens de l'étranger, mais cette mobilisation, parce que justement nous l'avons expliqué l'année dernière, doit commencer par la presse et avec la presse. L'occasion également pour le ministre Mabritoakos de remettre symboliquement aux organisations professionnelles des médias la plateforme de collaboration signée en 2013 entre la presse nationale et le Comité national de recensement général de la population. Le 4e recensement général de la population va se dérouler du 10 mars au 9 avril prochain. Il va coûter à l'État ivoirien environ 12 milliards de francs CFA. Le directeur général de la Banque mondiale, vous le savez, est en Côte d'Ivoire. Bertrand Badré a visité le 3e pont d'Abidjan, le pont Henri Konan Bédié. Il s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Patrice Kouakou, Serge Kolia, pour plus de détails. Le directeur général du groupe Banque mondiale chargé des finances, Bertrand Badré, apprécie l'état d'avancement des travaux du 3e pont d'Abidjan. Le numéro 2 du groupe Banque mondiale, les autorités ivoiriennes et les structures privées en charge des travaux et ouvrages ont planché sur la priorité du gouvernement dans le cadre de la réalisation du pont. Pour le directeur général adjoint de la société de construction du pont, François Sako, les travaux et ouvrages sont opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Je suis extrêmement heureux qu'on ait permis la réalisation de ce pont. Ça fait des années qu'on en parle et maintenant on voit le début et on sait que la fin est prévue pour le 22 décembre. C'est devenu une réalité après quelques années, même quelques dizaines d'années de rêve. Donc c'est formidable de participer à ce projet. Le coût de construction du pont est d'environ 200 milliards de francs CFA. Le directeur général adjoint de la société de construction indique être dans le délai pour la livraison de l'ouvrage le 22 décembre prochain.
Le ministre de la Communication a conduit une mission d'imprégnation relative à la migration vers la télévision numérique terrestre en Chine. Objectif, rencontrer les autorités chinoises et les entreprises du secteur des télécommunications désireuses d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la conduite de ce programme. Commentaire, Gabriel Zani. Une autre mission d'imprégnation de la ministre de la Communication, Afoussata Bambalamine, pour comprendre et réaliser avec succès le passage de la télévision analogique vers la télévision numérique. Cette fois, la ministre s'est rendue en Chine, où elle a été reçue en audience par le vice-ministre chargé de l'administration de la presse. Nie Shenxi s'est félicité des excellents rapports diplomatiques ivoiro-chinois. La Chine compte de nombreuses entreprises outillées pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la conduite du processus de migration vers la télévision numérique terrestre TNT, processus qui se fera en juin 2015. La ministre de la Communication a rencontré des chefs d'entreprise chinoises, leaders du secteur des télécommunications. C'est en 2013 que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus de migration vers la TNT. Depuis cette date, la ministre de la Communication multiplie les échanges avec les opérateurs techniques intéressés de l'Hexagone pour s'inspirer des modèles de réussite et s'attacher les services de partenaires techniques disposant d'un excellent rapport qualité-prix. Et dans le domaine de l'éducation, les cadres des ministères techniques en charge de l'éducation et de la formation ont bénéficié d'une formation. Objectif, renforcer les capacités de ces cadres en vue de rendre le système éducatif plus performant. Franck Kwadjo. L'éducation pour tous est un engagement mondial visant à assurer une éducation de base de qualité pour tous les enfants, les jeunes et les adultes. L'UNESCO a alors initié un programme visant à renforcer les capacités des acteurs du système éducatif des pays États membres. Le projet CAPEFA, renforcement des capacités pour l'éducation pour tous, initié en Côte d'Ivoire depuis 2009, a consisté à former les cadres des ministères techniques en charge de l'éducation et de la formation sur la production d'annuaires statistiques et la procédure d'élaboration de curricula. D'abord, il s'agissait de renforcer les capacités techniques des cadres des ministères pour la collecte, le traitement et la diffusion des données statistiques, afin que nous puissions produire des données fiables pour le système éducatif. 4 ans après sa mise en œuvre, les bénéficiaires, au cours de la cérémonie de présentation des résultats, disent en tirer profit et souhaitent la pérennisation des acquis. Nous avons élaboré et mis en œuvre un projet qui consistait à voir l'implication des collectivités locales dans tout ce qui est emploi sur les différents territoires, dans les différentes localités, en faveur des jeunes, notamment dans le domaine de la culture, des sports. Avant le projet, comme on le dit, il n'y avait pas de système d'information. Nous souhaitons que la plateforme de collaboration qui existe au niveau des ministères puisse vraiment toujours évoluer et que les appuis en matière de renforcement des capacités, en matière d'outils de collecte, en matière de logiciels de traitement de données, que cela vraiment puisse continuer. Le projet CAP-EFA en Côte d'Ivoire œuvre pour un meilleur rendement interne et externe des gestionnaires et des acteurs du système éducatif par une offre d'éducation de qualité pour tous orientée vers une insertion sociale harmonieuse des populations cibles. Son coût global s'élève à environ 500 millions de francs CFA. La ville de Boisflé a célébré à sa façon la Journée internationale de la langue maternelle. À cette occasion, la Direction régionale de la culture et de la francophonie a appelé ces populations à valoriser les langues maternelles en suscitant chez leur progéniture un apprentissage quotidien. Eugène Atoubé. La célébration à Boisflé de la Journée internationale de la langue maternelle, occasion pour la région de la Maraoué de valoriser ses traditions et sa culture. Dans cette perspective, la directrice régionale de la culture et de la francophonie a relevé que certaines des valeurs de cette région, notamment la langue maternelle, est de moins en moins parlée au risque de disparaître. Obuyo Adélaïde préconise comme solution l'organisation de cérémonies pour inciter les populations et spécialement les jeunes à parler leur langue maternelle. Au cours de la cérémonie, les élèves des écoles primaires de Boisflé ont été soumis à la traduction de phrases dans leur langue maternelle, en gouro, en baoulé et en malinké. À cet exercice, l'école primaire d'Atekouman est sortie vainqueur.
Pour rappel, depuis l'institution en 1999 d'une journée en faveur de la langue maternelle, c'est seulement cette année 2014 que la région de la Maraoué abrite en Côte d'Ivoire une célébration officielle. 2 acheteurs d'anacards opérant sans agrément ont été interpellés et mis aux arrêts par la gendarmerie d'Odjéné récemment. Ils achetaient du produit Boschan sans aucun document officiel. Commentaire, Honorine Aingori. Selon le magasinier Amara Kamara, au moins 4 tonnes de produits sont déjà stockés dans le magasin. Aussi, a-t-il indiqué, les acheteurs de nationalité indienne seraient des analystes et non des acheteurs. La compagnie de gendarmerie a tenté de leur demander de se mettre à jour, mais ils ont refusé de se conformer à la réglementation en vigueur. Au dire de Nabala Soro, responsable local du conseil coton anacarde, les acteurs ont déjà été interpellés plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas un document qui fait d'eux des représentants d'une société commerciale. Même s'ils en avaient, ils doivent payer le produit avec des pisteurs agréés à 250 francs le kilo. Mais au lieu de cela, ils sont en contact avec les producteurs et payent l'anacarde à 225 francs le prix Boschan. On les a déjà interpellés à 2 reprises qu'ils se mettent à jour. Ils nous ont fait savoir que les Indiens qui sont là sont des qualiticiens et qu'ils ne restaient que dans la maison pour faire l'analyse. Aujourd'hui, nous avons fait une visite inopinée sur le terrain. On les a surpris en train de faire des achats Boschan. On leur a donc demandé de nous présenter les documents qu'ils ont à leur possession. Ils n'ont pas été capables. Conduits à la brigade de gendarmerie, ils ont été relaxés par le commandant sur ordre du substitut du procureur. Celui-ci a estimé qu'en l'absence de tests en sa possession sur la commercialisation de la noix de cajou, il ne peut les garder à vue à la brigade. Les femmes, vous le savez, ont été célébrées le samedi 8 mars dernier, Journée internationale de la femme, occasion de faire le bilan des acquis concernant la femme ivoirienne à l'intérieur du pays. Cette célébration s'est déroulée dans la ferveur totale. Les échos de cette journée à San Pedro et Logoualé avec Mamadou Kwasi. Les femmes de Logoualé, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ne sont pas restées en marge de la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. Elles se sont mobilisées pour exprimer leur désarroi face aux 84 cas de viol enregistrés dans la région du Tonkpi au cours de l'année 2013. Issues de toutes les couches sociales et des différentes associations, les femmes veulent à travers cette mobilisation exprimer leur volonté pour une indépendance économique de la femme de la région du Tonkpi. Sur ce point, elles ont reçu l'assurance du maire de Logoualé, Jeannette Badouel, qui promet des actions visant l'épanouissement des femmes. Le maire de Logoualé compte initier dans les semaines à venir une campagne de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. À San Pedro, la célébration de la Journée internationale de la femme a été marquée par un défilé de toutes les couches socio-professionnelles du département, suivi de messages. Des messages portés sur l'autonomie financière de la femme et la maîtrise des droits de la femme dans le mariage. Et cela à travers des sketchs, des danses et des conférences publiques pour demander aux femmes d'être entreprenantes afin de se prendre en charge pour participer véritablement au développement de la Côte d'Ivoire. Les différents intervenants ont exhorté les femmes à la scolarisation de la jeune fille et aussi à être des ambassadrices de la paix. Au cours des échanges, les femmes du département de San Pedro ont appris que les amendements apportés à la loi sur le mariage viennent corriger les discriminations faites à elles au sein du couple et aussi privilégier une gestion participative et consensuelle du ménage par les 2 conjoints. À Sakassou, il n'y a pas eu de célébration particulière de la journée de la femme. Les femmes du Walébo ont vaqué à leurs traditionnelles occupations pour assurer leur survie. Commentaire, Kwadjo Kwame. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent 60 à 70% de la population active dans le secteur du commerce. Plus de 50% de ces femmes vivent en milieu rural. À Sakassou, les jours se suivent et se ressemblent pour ces femmes préoccupées à chercher de quoi faire vivre la famille. Ce 8 mars, Journée internationale de la femme, de nombreuses femmes ignorent totalement l'existence de cette journée commémorative. Pour ces commerçantes, cette journée est dédiée aux femmes fonctionnaires. Aujourd'hui, samedi, c'est un jour où les femmes viennent vendre. Donc, on est obligé de venir faire des achats. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est dédié aux femmes. Nous, on ne connaît pas cette fête. Tout le temps qu'on va prendre pour fêter, qui va préparer pour nos enfants. Cette fête-là, c'est pour les femmes qui travaillent dans les bureaux. Et chaque mois, elles vont à la banque. Notre fête se passe au marché. Ces femmes sillonnent les villages
à la recherche de marchandises pour ravitailler les marchés urbains. Pour cette gente féminine, l'État doit les célébrer en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Malgré tous ces efforts consentis, ces femmes ne bénéficient ni du fruit de leur travail, ni du soutien de l'État. La place qui nous est donnée en tant que femmes dans la société n'est pas faite seulement pour rester à la maison et croiser les bras. Nous sommes faites aussi pour le développement surtout. En tant qu'éducatrice, la femme fait partie d'un pilier, d'abord dans le foyer et de l'éducation. L'homme ne donne pas les moyens comme à Abidjan là. Il faut vendre pour avoir l'argent pour payer des poissons, pour faire le marché. Bon, c'est deux femmes qui n'ont pas eu, ils sont assises comme ça. À Sakassou, ce 8 mars, les femmes ont naturellement vaqué à leurs occupations quotidiennes, à savoir chercher de la nourriture pour les Ivoiriens et de quoi soutenir leurs familles. À Boniéredougou, Dabakala et Bounadougou, les femmes se sont investies dans le travail car il s'agit pour elles de se battre pour améliorer leurs conditions de vie. Ouattara Amadou Walter. Ménagères, cultivatrices ou commerçantes, ces femmes rurales mènent leurs activités. Elles ont en commun un seul objectif, améliorer la condition de vie quotidienne de leurs familles respectives. Matin, on va chercher l'eau. Le problème de l'eau, c'est un problème. On se lève à 4 h du matin. Après ça, bon, il faut faire la vaisselle. Bon, nos enfants aussi vont à l'école. Tu ne peux pas punir ta petite fille pour aller chercher de l'eau. Donc, c'est nous-mêmes, les mamans, nous souffrons. Après ça, bon, il faut aller au champ, aller travailler. Le soir, du bois sur la tête, l'anancade sur la tête. Vraiment, ça nous fatigue. Arrivé à la maison, il faut préparer. Pour se coucher peut-être à 22 h, parce qu'on n'arrive pas tôt des champs. La majorité de ces femmes rurales a compris la nécessité de fédérer leurs forces et énergies pour tirer meilleur profit de leur labeur. Grâce au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara, ces bénéficiaires arrivent à assurer leur autonomie financière. Oh mamie, j'ai reçu 100 000 pour pouvoir faire mon jardin. J'ai tout remboursé le crédit. Avec le peu que j'ai eu là, ça me permet de faire mes petits besoins que j'ai. Pour bénéficier du fonds FAFSI, il a bien fallu organiser et encadrer ces femmes. C'est ce rôle que joue Kwame Ama Henriette, présidente de la Fédération des associations des déplacés et des victimes de guerre, FADEREV. Basée à Boaké, la FADEREV compte plus de 5000 femmes dans les régions du Béké et du Hambol. La première dame a déjà fait sa part. Si aujourd'hui on a mis les fonds à notre disposition en tant que leader, c'est à nous de rentrer dans le milieu rural pour que nos sœurs bénéficient. La municipalité de Dabakala salue l'initiative des femmes du département et compte les accompagner à travers des séances de formation. Le soutien d'abord, il est parti de la recherche même des projets. Le maire a été le premier à initier l'ouverture de comptes pour le groupement de femmes productrices de vivriers, d'Attiéké. Pourtant, dans la localité de Boniéredougou, Bounadougou et de Dabakala, le 8 mars a été une journée ordinaire pour ces femmes rurales. Elles n'ont connu ni fanfare ni défilé. Les femmes se sont contentées de chanter pour se galvaniser dans l'exercice de leurs activités champêtres. L'organisation non gouvernementale La Chaîne des Colombes soutient les femmes qui exercent les petits métiers. L'ONG a fait don de 15 millions de francs CFA aux femmes de Makori. Gabriel Zani. C'est souvent difficile pour les femmes qui tiennent de petits commerces de joindre les deux bouts. Vendeuse de sandwichs depuis près de 4 ans, Odette Tapé est aujourd'hui heureuse d'avoir reçu le don d'une valeur de 50 000 francs CFA de la part de l'ONG La Chaîne des Colombes. C'est un peu difficile, mais je le fais pour le besoin de mes enfants, de ma famille surtout. Et aujourd'hui, grâce à La Chaîne des Colombes, je viens d'avoir une enveloppe pour élargir un peu mon commerce. Au moins 300 femmes ont assisté à la cérémonie dont l'objectif a été aussi de les regrouper afin de mieux organiser l'association. Car c'est en étant bien structuré que l'ONG La Chaîne des Colombes pourra bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, mis en place par la première dame Dominique Ouattara. Avant que le FAFSI ne vienne soutenir nos femmes, nous avons décidé d'aider nos sœurs.
le bureau national, la chaîne des colombes, nous avons essayé de nous cotiser, de faire une petite cotisation pour aider nos sœurs qui sont vraiment dans le besoin. Depuis sa création en 2003, c'est la première fois que l'ONG vient en aide financièrement à ses adhérentes. Avant ce geste de solidarité, l'association a fait plusieurs autres actions, notamment les inscriptions en ligne d'enfants en difficulté et l'établissement d'extraits de naissance pour les enfants qui n'en possèdent pas. Et hors de nos frontières, en Ouganda, il existe désormais un test rapide et pas cher pour diagnostiquer le paludisme. Des images pour en témoigner. Un test rapide et sans douleur pour diagnostiquer le paludisme. C'est l'innovation proposée par des chercheurs ougandais. Des étudiants en informatique de l'université de Kampala ont créé une application médicale sur un smartphone. Le principe est simple, le patient introduit son index dans un détecteur infrarouge capable de détecter les globules rouges qui prennent une forme différente lorsqu'ils sont affectés par le paludisme. L'appareil analyse alors les données et affiche le diagnostic en quelques secondes, avec à la clé un précieux gain de temps et d'argent. Avec un simple téléphone mobile, vous pouvez en toute autonomie mesurer votre température et diagnostiquer votre famille. Vous n'avez pas besoin de vous rendre chez le médecin ou à l'hôpital. C'est sans doute le test le moins cher actuellement en Afrique. Plus de piqûres, mais surtout plus de prise de sang ni techniciens de laboratoire. Lorsque l'on sait que le paludisme représente 15 à 20% de toutes les hospitalisations en Afrique, on imagine que cette avancée va faciliter les diagnostics et les traitements contre ce fléau. Le fait qu'un simple téléphone portable puisse permettre de détecter le paludisme est une innovation qui peut révolutionner le diagnostic de cette maladie dans notre pays. Cette innovation devrait arriver sur le marché ougandais dès le mois d'avril au prix de 20 $ l'application ou 150 $, smartphone compris. En Centrafrique, l'ONU commence son enquête sur les violations des droits de l'homme. Ce pays, vous le savez, est livré depuis près d'un an au chaos et aux tueries entre musulmans et chrétiens. C'est d'ailleurs par la situation politique en Centrafrique que débute l'Afrique en bref. Une commission d'enquête mandatée par l'ONU doit se rendre cette semaine en Centrafrique. C'est le président de cette commission, le Camerounais Bernard Atchomouna, qui a annoncé cette décision. Le but, enquêter sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, livré au chaos. La commission passera 15 jours à Bangui et dans le pays et remettra son rapport au Conseil de sécurité en juin. Prostré, sanglotant, pris de nausées puis vomissant, le champion sud-africain Oscar Pistorius a perdu de sa superbe en ouverture de la deuxième semaine de son procès. Alors que les télévisions étaient interdites à ce moment de l'audience, il s'est effondré à la lecture du compte-rendu d'autopsie de sa petite amie Reva Stamkamp, qu'il est accusé d'avoir tué. Par ailleurs, un vigile présent dans la résidence à l'heure du drame a confirmé sa déposition, affirmant qu'il avait appelé en premier et qu'Oscar Pistorius avait répondu que tout allait bien. Lors des championnats du monde d'athlétisme en salle de Sopot, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba a confirmé sa suprématie sur le demi-fond mondial. Après avoir battu en février les records du monde du 1500 et 3000 mètres, elle s'est facilement imposée sur le 3000 mètres devant la Kenyane Obiri. Toujours chez les femmes, l'Ivoirienne Muriel Aouré a été devancée sur le fil par la double championne olympique, la Jamaïcaine Fraser-Pryce. Elle confirme ainsi sa médaille d'argent des JO de Londres. Chez les hommes, c'est avec une facilité presque déconcertante que Mohamed Aman s'est adjugé la médaille d'or du 800 mètres. Le coureur éthiopien s'est imposé en finale en 1 minute 46 secondes 40 centièmes. Les athlètes africains sont repartis des mondiaux polonais avec 10 médailles, dont 4 en or. En image, les Japonais ont observé 1 minute de silence tôt ce matin en souvenir des 18 000 personnes emportées par un tsunami dévastateur il y a 3 ans. Il y a 3 ans, jour pour jour, justement, le Japon était frappé par 3 catastrophes successives. Un tremblement de terre survenu au large des côtes nord-est engendrait un tsunami. Lui-même allait déclencher le plus grave accident nucléaire de l'histoire du Japon à la centrale de Fukushima. Plus de 18 000 personnes périrent ce jour-là. 1 minute de silence a été observée donc ce matin partout dans l'archipel à l'heure précise où la Terre
à Tremblay. Rappelons pour terminer que le président du Bénin est arrivé ce matin à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les membres du gouvernement. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Thérèse Yoboué, réalisé par Alain Poka et Kanebakari Korobogo. Merci de votre fidélité.